Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de l'histoire et du futur des médias. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jacques Attali. Bonjour et merci beaucoup de participer à ce podcast. Monsieur Attali, habituellement, je demande à mes invités de se présenter, mais comme la plupart de nos auditeurs vous connaissent déjà, je préfère vous poser une autre question pour commencer. Quelle facette de votre parcours ou de vos activités est la plus méconnue ou la plus souvent mal comprise? Je ne sais dire, ça dépend de ceux qui me parlent. Disons que c'est plutôt mon activité d'écrivain, même si j'ai énormément de lecteurs, mais trop souvent on ne retient de moi que l'activité politique, même si je n'ai jamais fait de politique au sens propre. Donc l'activité la plus importante pour moi, c'est la recherche et l'écriture, des romans d'ailleurs plus que le reste. Donc si j'avais une facette de moi qu'on connaît peu en général et qui est très importante pour moi, c'est romancier. Très bien. Écoutez, ça tombe bien, puisque je vous ai envoyé cette invitation pour ce podcast à la suite de la lecture de votre livre, Histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après, qui est paru en 2021. Si vous deviez mettre à jour ou peut-être ajouter un chapitre à ce livre, qu'est-ce que vous changeriez ou est-ce que vous le laisseriez intact depuis les 4 ans Oui, de sa parution? c'est un livre qui s'inscrit dans une longue série de livres prospectifs dans lequel j'essaie de comprendre l'avenir d'un domaine sur 30 ou 40 ans à partir de ce qu'on sait de ce domaine sur 3000 ans. Je l'ai fait sur une vingtaine de sujets, je l'ai fait sur la propriété, sur la France, sur l'amour, sur la santé, sur l'éducation, sur la mer, sur bien des sujets. Et le, l'influence de 2 ou 3 ans sur 3000 ans n'est pas grand-chose. Donc les tendances n'ont pas changé et ce livre, je ne pense pas le modifier. Il est paru, il a été réimprimé en France en différentes circonstances, il a été réimprimé en poche, il est réimprimé, il est imprimé, traduit régulièrement dans beaucoup de pays. Je ne le modifie pas parce que j'estime que ce que j'y dis reste valable, même si on constate une présence très grande que j'avais annoncée, je crois, dans le livre des médias numériques, évidemment, et de l'intelligence artificielle comme un des acteurs importants de ce qui allait venir. Et si j'avais préconisé le démantèlement des grandes machines américaines et chinoises, ainsi que l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes, toutes choses qui sont au cœur des conclusions de ce livre et qui restent plus que jamais valides. Justement, j'avais une question par rapport au démantèlement des big tech et des GAFAM que vous préconisez effectivement dans le livre. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, réaliste en 2025 ou même sur 2026, si on se projette sur l'année prochaine? Est-ce que des, des- des personnes qui sont en mesure d'agir euh, écoutent ce discours et le perçoivent et selon vous, est-ce que c'est quelque chose vraiment de réaliste? Je pense que si les démocrates avaient été élus aux États-Unis, à la présidence des États-Unis et avaient la majorité au Congrès, c'est ce qu'ils auraient fait. Maintenant, M. Trump s'appuie sur ces grandes puissances et il est difficile de dire si c'est lui qui est leur maître ou si c'est eux qui est le maître de la Maison Blanche. Je pense que ce sont plutôt eux qui sont les maîtres de la Maison Blanche. Les Américains n'ayant pas réussi ce que les Chinois ont réussi, c'est-à-dire faire en sorte que leurs grandes entreprises soient matées par le pouvoir politique. La dictature mate le pouvoir économique plus facilement que la démocratie. Monsieur Trump n'est au pouvoir que pour s'enrichir lui et sa famille, et il a besoin pour ça de ces grandes entreprises à qui il demande sans cesse de l'argent, soi-disant pour l'État, mais en réalité pour lui et sa famille, comme on l'a vu dans un dîner absolument pathétiquement surréaliste la semaine dernière à la Maison Blanche. Donc je pense que rien ne se passera, mais que la puissance politique américaine est maintenant entièrement passée sous le contrôle des puissances de l'argent, même si celles-ci font semblant
de faire toutes les courbettes possibles au président des États-Unis pour lui faire croire qu'il a le pouvoir qu'il n'a pas. Donc le démantèlement Oui. viendrait des États-Unis si démantèlement il y a, mais vous semblez assez pessimiste. Est-ce que vous pensez que quelque chose est possible en Europe? En Europe, tout tient à la phrase de M. Vance prononcée avant même les élections où il avait dit si vous, Européens, vous empêchez M. Musk de développer ses affaires en Europe, nous nous retirerons de l'OTAN. Alors, M. Vance n'est pas grand-chose à titre personnel, indépendamment du fait que sa carrière est très mystérieuse, comment un petit caporal a fait des études à Yale et est devenu ce qu'il est devenu alors qu'il n'avait ni talent universitaire particulier, ni réseau particulier. Il est une marionnette des grandes fortunes de la Californie, en particulier de Peter Thiel. Et ce qu'il dit là, c'est ce que dit Peter Thiel et les autres qui sont ses maîtres. Donc, de ce point de vue, les Américains ont tous les moyens de nous empêcher, ou de tenter de nous empêcher, de faire quoi que ce soit, en nous menaçant soit de représailles militaires, comme celles que je viens de dire, soit plus simplement de nous débrancher des réseaux sociaux. Les Chinois ont très bien pu empêcher le président américain de leur imposer des droits de douane parce qu'il a suffi aux Chinois de cesser pendant un moment d'envoyer des composants électroniques et des terres rares aux États-Unis pour que le président américain panique, tente de joindre le président chinois au téléphone qui ne lui a pas répondu. Il a littéralement ghosté, comme on dit. Et l'affaire des droits de douane s'est totalement interrompue. Nous n'avons pas cette même force de dissuasion réciproque et donc nous sommes véritablement soumis à ces risques. Très bien. Pour revenir à votre livre, que je mettrai en description du podcast et que j'invite tout le monde à lire, vous consacrez une très très grande partie à l'histoire des médias. Quelle en est la raison? Puisque finalement, ce qui intéresse le plus les gens, semble-t-il, c'est plutôt ce que vont devenir les médias. Et j'ai l'impression que pour vous, pour comprendre ce que vont devenir les médias, vous attachez une très très grande partie du livre, encore une fois, à la compréhension de leur histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison? La raison pour laquelle quoi? La raison pour laquelle vous consacrez une grande partie de votre livre à l'histoire des médias. Parce que je l'ai fait dans tous les autres sujets dont je vous ai parlé, et parce que je crois qu'on ne comprend rien à ce qui vient si on ne connaît pas l'histoire. Ce qui vient n'est qu'une toute petite partie d'une histoire longue. Et cette histoire longue nous apprend énormément de choses. Par exemple, dans l'histoire des médias, on s'aperçoit qu'un des premiers médias, au sens moderne du mot, a été créé, sinon le tout premier, par les lettres que les marchands vénitiens envoyaient à leurs correspondants flamands, se rendant compte que ces lettres contenaient non seulement des informations commerciales directes, mais des informations politiques et économiques beaucoup plus globales, qu'elles avaient une valeur, et qu'ils ont finalement envoyé d'une façon tarifée à d'autres que leurs correspondants directs, en les faisant payer du prix d'une unité monétaire vénitienne qui s'appelle Gazzetta, nom de la pie, l'oiseau pie qui se trouve sur cette pièce de monnaie, et ça a donné la Gazette. Or, aujourd'hui, on retrouve la même chose puisque une des formes les plus valorisées numériques de médias, ce sont des médias ultra personnalisés, faits par des gens ultra compétents qui vendent des informations très sérieuses à des gens qui en ont besoin sur des bases d'abonnements qui ne passent pas par des journaux globaux, mais qui sont des abonnements seulement personnels. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer certains de ces médias dont vous parlez? Oh, je les cite dans le livre. Il y en a plein. Il y a plein de lettres confidentielles sur des sujets divers, de technique, de politique, d'économie, qui sont faits par des grands professeurs ou par des experts de toute nature et qu'on trouve assez facilement, auxquels on peut s'inscrire. On les trouve en général sur Substack.
Très bien. On sent que vous êtes très attaché forcément à la lecture de votre livre à l'indépendance des médias, à pointer du doigt la différence entre la distraction et l'information, à souligner l'importance d'une information de qualité qui est disponible pour tous et par tous. Vous opposez également la conviction et la raison, le spectacle et la vérité, le virtuel et le réel. Et donc, on sent que vous êtes à la fois assez critique sur les stratégies choisies par certains médias, parfois même leur inaction, leur immobilisme. Vous dites que, je cite, personne ne va agir. Et en même temps, on sent que vous êtes optimiste sur le futur des médias, sur le fait qu'ils ont toute la carte en main pour retrouver leur splendeur et assumer leur mission. Ma question est donc relativement simple. Selon vous, quelle est la chose la plus essentielle sur laquelle les médias devraient se concentrer sur les 5 prochaines années? Bien sûr, c'est de dire la vérité. Et ça passe par quelque chose de très important qui est l'éducation à l'esprit critique. Euh, c'est ce que vous faites par votre podcast, c'est ce qui se fait et qui devrait être fait beaucoup plus à l'école. La méthodologie de l'accession à l'esprit critique n'est pas clairement défendue, elle devrait l'être par l'école, elle devrait être par la famille, elle devrait être par la société. Savoir distinguer le vrai du faux est important et les médias doivent aussi en permanence d'abord ne pas véhiculer même de fausses nouvelles et aussi être capables de lutter contre les fausses nouvelles qui viennent d'ailleurs. Très bien. Vous présentez régulièrement le concept à travers vos différentes interventions d'économie de la mort versus économie de la vie. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce concept et nous dire comment ça s'applique pour les médias et comment ils peuvent être du côté de l'économie de la vie? L'économie de la vie, c'est l'ensemble des activités humaines qui sont utiles aux générations futures. L'économie de la mort, ce sont celles qui sont nuisibles à l'avenir. Les activités nuisibles à l'avenir sont toutes celles qui sont fondées sur les énergies fossiles, sur une agriculture industrielle, sur une nourriture industrielle, sur toutes les activités addictives, les drogues de toute nature, physiques ou virtuelles, et sur ce qui est le développement des fausses nouvelles. Les activités de l'économie de la vie, c'est tout ce qui utilise des énergies durables, tant en tant que telles que pour la mobilité, pour le plastique, pour la chimie, pour le vêtement, pour l'emballage et tout cela. C'est l'agriculture régénérative, c'est l'alimentation saine, c'est l'éducation, la santé, la démocratie, la culture, donc forcément les médias, la promotion de la vérité et, même si ça paraît curieux, la sécurité et la défense, car il faut avoir les moyens de protéger l'économie de la vie. À l'heure où nous parlons, mondialement, l'économie de la mort représente à peu près 60% du PIB mondial, tandis que l'économie de la vie ne représente que 40 à 45%. Et tout l'enjeu, c'est de basculer cette proportion, l'inverser le plus vite possible. Il est clair pour moi que les médias d'opinion comme d'information pure, sachant qu'on peut distinguer difficilement l'un et l'autre, sont des éléments de l'économie de la vie s'ils se font une religion absolue de protéger la vérité. En tout cas, ce qu'on croit à une date donnée être la vérité. Nous avons déjà rapidement évoqué le thème de l'intelligence artificielle que vous évoquez effectivement à différentes reprises dans votre livre, qui, rappelons-le, date de 2021. 4 ans après, donc en 2025, les IA et les LLM ont fait des progrès considérables et deviennent de plus en plus adoptés par le grand public. Est-ce que selon vous, ces développements sont une opportunité ou une menace pour les médias? Les deux à la fois, comme pour le reste, c'est une menace pour la plupart des emplois, en tout cas des tâches qui vont être bouleversées. Il semblerait que plus de la moitié des tâches vont disparaître, mais d'autres vont apparaître. Et beaucoup de tâches de base des médias vont disparaître, comme la mise en forme des nouvelles, même la communication de nouvelles à partir des pages d'agence ou à partir de commentaires
d'événements sportifs, tout ça pourrait être automatisé d'une façon numérique, mais il n'empêche qu'il restera la recherche proprement dite des informations, qui sera de plus en plus valorisée parce que il faut aller les chercher avec l'esprit critique. Et l'IA ne pourra pas distinguer le vrai du faux, elle pourra savoir ce que les autres ont dit, mais pas savoir si c'est vrai ou faux, puisque ça suppose une recherche sur le terrain qui n'est pas de la portée d'une activité virtuelle, mais qui suppose vraiment d'y aller. Par exemple, il ne peut rien dire par une simple IA de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine ou à Gaza. Il faut y aller. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, les activités proprement humaines, proprement de proximité, proprement réelles, ne pourront pas se faire autrement que de façon réelle et entraîneront l'apparition de métiers nouveaux qui sont d'abord toutes les activités de production d'intelligence artificielle. La production de ces moyens appartient à, à l'humain. C'est l'humain qui fait de l'IA et l'IA n'est qu'une production humaine. Et il y a beaucoup d'autres métiers, pratiquement tous les métiers de l'économie de la vie sont des métiers qui vont voir l'IA comme un outil de développement. Et au-delà de l'IA, il y aura bien d'autres choses, puisque l'IA n'est qu'une étape dans une évolution qui déjà est en train de basculer vers d'autres dimensions, qui sont les neurosciences, par exemple. Par exemple, on sait maintenant que par les neurosciences, on peut agir sur les rêves, on peut agir sur les souvenirs, pour créer de faux souvenirs, pour créer des rêves et implanter des rêves. Ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, mais c'est presque du réel et ça va le devenir. Et donc on voit d'immenses perspectives de prothèses physiques, d'organes, mais aussi de prothèses mentales qui pourraient être des outils extraordinaires de démultiplication des moyens intellectuels. J'aimerais qu'on passe 5 minutes sur vos méthodologies de travail pour essayer notamment de prévoir le devenir. Je parle à beaucoup d'opérateurs, d'entrepreneurs et de personnes qui travaillent dans des médias, des grands groupes médias, mais également des médias indépendants. Et ils essayent tous forcément de se projeter. C'est très difficile en ce moment, puisque notamment avec le bouleversement de l'IA et toutes les choses qui se passent de ce côté-là, c'est très compliqué de se projeter à horizon plus de 6 mois. Vous dites pour autant que prédire l'avenir n'est pas impossible. Quelle est selon vous la chose la plus importante à prendre en compte pour justement prédire l'avenir? Et si vous pouviez nous donner un aperçu de vos méthodologies. C'est ce que j'ai fait dans le livre, c'est-à-dire il faut regarder l'histoire longue et chercher à trouver des invariants. Et dans le livre, vous voyez que j'ai découvert un certain nombre d'invariants qu'on retrouve tout au long des périodes et qui permettent d'agir ainsi avec une certaine tranquillité d'esprit sur la compréhension de l'avenir. C'est vrai dans tous les domaines. Donc il y a une méthodologie que vous pouvez appliquer à absolument tous les domaines sur lesquels vous La faites des... méthodologie consiste à étudier très minutieusement le passé et à repérer les invariants, ceux qui se répètent. Que ce soit des faits, que ce soit des engrenages, que ce soit des logiques, que ce soit des comportements, et on arrive à repérer des invariants. Très bien. Dans le domaine des médias, est-ce qu'il y a une chose à laquelle vous croyez fermement, mais que la majorité des gens trouvent irréaliste? Oui, je pense que peu de gens pensent qu'on pourra faire quelque chose auquel je crois beaucoup et que je pense possible, c'est-à-dire une application numérique qui permet de distinguer le vrai du faux. Il n'est pas normal qu'on puisse aujourd'hui, avec de très nombreuses applications, nommer une plante, nommer un morceau de musique, mais qu'on ne soit pas capable, avec avec une autre application, de prendre une information et de savoir si elle est vraie ou fausse. On y est presque.
beaucoup de gens pensent que c'est impossible, mais on y est presque. Et si chacun avait, par exemple, vous pouvez poser à ChatGPT une question, cette information est-elle vraie? ChatGPT va vous répondre avec plus ou moins de fiabilité. Mais on n'est pas loin de ça. Et donc, c'est pour moi quelque chose de très, très important. Justement, vous parlez de ChatGPT. Est-ce que vous utilisez les IA au quotidien pour Non, non, personnellement? non, non, je n'écris pas avec les IA d'aucune façon, mais je permets à mes collaborateurs, qui sont nombreux, puisque j'ai un cabinet de conseil d'une quarantaine de personnes, où on conseille des entreprises en particulier dans les sujets dont nous sommes en train de parler, pour essayer de comprendre l'avenir. Je pense utile à chaque fois par l'IA de rechercher des informations, euh, à condition de les vérifier en permanence, parce que ce que l'IA donne peut-être pourrait l'erreur, mais ça peut donner une première source, mais qui peut être fausse et qu'il faut vérifier. Est-ce que vous avez des recommandations pour les journalistes qui nous écoutent et non pas pour les médias, mais pour les journalistes qui travaillent au sein des médias? Alors, vous consacrez également une partie de votre livre à donner quelques pistes, à parler du métier de journaliste. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner quelques-unes de vos recommandations ou de vos pistes de réflexion voilà, pour les journalistes? Travailler, avoir un réseau important, travailler, connaître les sujets dont on parle, ne pas croire que le dernier scoop est vrai, recouper les informations. Il faut pour ça un grand réseau d'informateurs, il faut pour ça une grande érudition, une grande modestie euh, et un grand esprit critique. Voilà, c'est ça qu'il faut développer. Vous expliquez également que les journalistes devraient se lancer leur propre média. Et vous présentez également un exemple d'un journaliste en Chine qui gagne beaucoup plus en ayant le système de cagnotte sur les super apps comme WeChat plutôt que via ses piges de journalistes. Est-ce qu'il y a des concepts ou des choses que vous voyez passer qui sont intéressantes et que les journalistes peut-être devraient... C'est un exemple chinois, mais il y a plein d'exemples américains. Et il commence à y avoir des exemples français de lettres de ce genre. Il y a même des médias participatifs, des médias collaboratifs, je pense à Wikipédia, qui sont gratuits et du même genre. Informations disponibles faites par des gens. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Ne durent que ceux qui soient soit les plus spectaculaires, soit les plus fiables. Et en général, on ne paye pas pour des choses qui ne sont pas fiables. Donc, on voit, en particulier dans les domaines scientifiques, de nombreux médias de ce genre apparaître. Très bien. Pour finir, si vous aviez un seul message à faire passer aux médias qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Développer l'esprit critique. Ne pensez pas qu'une fausse nouvelle vous garantit de l'audience parce que les auditeurs ou les lecteurs vous en sauront se venger de vous si vous faites ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un média ou un groupe média qui vous inspire particulièrement en France ou à l'étranger et que vous souhaitez recommander aujourd'hui? Je trouve que le travail que fait La Croix est remarquable. Le travail que fait Ouest France est remarquable. J'ai pas beaucoup d'autres exemples français. Je vais voir, y réfléchir. Aux États-Unis, je trouve que le travail que fait le Washington Post est formidable, extrêmement sérieux. Et puis certaines revues confidentielles comme Nature, Science, JAMA, etc. sont dans les domaines spécialisés. Il y a de très très grandes sources d'informations. Très bien. Monsieur Attali, merci énormément pour votre Merci. participation à ce podcast. C'était un plaisir et je mettrai encore une fois le lien de votre livre en description. Merci énormément.